Si on me demande, je lui dis que je sais pas. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode 65 ou 66, je sais pas. Je suis avec mon gars Brad, mon acolyte, en bouhou. Non, t'es pas en bouhou, mec. Si, je crois que c'est en bouhou, ça. Là, on connaît un peu la mode, tu vois. On est un peu dans les bails de... Hein. T'es un mec fashion, toi? T'as dit quoi? T'es un mec fashion, toi? Je suis un mec fashion, mec. Techmax, hein. Techmax, allez. Techmax, c'est le T-Max. Bref, bienvenue sur QLS, du coup, le meilleur podcast Euroleague. Là, aujourd'hui, il y a des choses à dire, encore une fois. Cette fois-ci, j'ai pas branché le micro sur la mauvaise prise, donc il n'y aura pas de grésillement. Normalement, le son va être bien. Mettez-moi en commentaire si c'est plus agréable, parce que j'avoue, même moi, j'écoute les émissions que je fais. La semaine dernière, j'ai pas pu écouter jusqu'au bout tellement le grésillement était pourri. On s'en excuse. Oui. Ça va, t'as passé un bon week-end? J'ai passé un T'as pas été suspendu ce week-end? Non. Okay. Non, c'est bon, je suis sage maintenant. C'est bien, bravo. Donc, j'ai passé un bon week-end. Une victoire contre notre gars Jus du Paris Basket. Tu regardes pas la vidéo, donc... Non, mais voilà, faut le dire. En plus, il a fait un bon début de carton. Ouais. Son coach, il l'a boycotté. Comme d'hab. Premier carton, il doit mettre 13 ou 14. Il allume dans tous les sens. Au post-up, on peut pas le tenir, etc. Après, il est parti s'asseoir. Il avait 2 fautes. C'est l'histoire de sa vie. Il a remis fin du deuxième, je crois. Troisième carton, il l'a pas relancé tout de suite. C'est pour ça, on vous dit, quand vous êtes en club, c'est pas ton niveau qui va compter, c'est l'attitude que tu vas avoir. Parce que Julien, c'est un mec gentil. Ouais. Et du coup, les coachs, ils le prennent pour un petit. Ouais. Alors que c'est le plus vieux de l'équipe, wesh. Ouais. Et ça a toujours été comme ça. Alors qu'il est bon. disait. Il a des qualités, tu vois. Mais bon, bref, viens Boulogne. Non, je mens. Par contre, tu peux dire quelque chose toi-même, non? De quoi? Bah, je sais pas, mettre un pouce, abonnez-vous, likez. Tranquille, on a fini la vidéo là. Non, mais je sais Bon, pas. tout de suite, t'es agressif. Non, mais c'est au début. C'est vrai. Mettez un pouce. Voilà. Non, bah, comme d'habitude, hein, déjà, merci, franchement, parce que ça va être une des dernières émissions de la saison. Ah Mais donc déjà, merci, parce que cette année, ça a quand même, même si on fait pas des stats de ouf, on a quand même doublé, voire triplé le nombre de vues par rapport à la saison dernière. En grande partie grâce au Cop Parisie aussi, parce que on sait que vous nous regardez, donc merci à vous. Même si l'année prochaine, je vais me faire virer du coup. Ça a mis un message, ça a dit... Ouais, pour les réabonnements et tout, on vous communiquera le tarif Parisie et tout, parce que tu sais, ils ont doublé les prix des abonnements et tout. Et ceux qui sont là que pour l'Euroleague ou qui viennent pas tout le temps et tout, on vous redirigera vers les trucs. J'ai mis un emoji triste. J'ai dit ok. Bref, on verra. Hein. Et donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais c'est pas fini, on va continuer. Oui. Les interviews, le suivi aussi à l'année de l'Euroleague. Ce basket qui nous procure tant de joie et d'émotion. Là, on aura surtout des choses à dire. Bien sûr, il y a bien une émission, on va dézinguer Ergin Ataman quand même, non? Il va passer entre les gouttes encore cette année? De quoi? Bah, je sais pas, la dernière émission, on va pouvoir le dézinguer quand même. Dernière émission? Bah oui, l'année dernière, on n'a pas pu la gagner. Ah oui. On verra. Hein. J'espère qu'on va pouvoir le dézinguer quand même au moins une fois. Apparemment, il y a Mathias ce soir qui va revenir. Oui. On en reparlera après. Mais donc du coup, pour continuer à nous aider, mettez un pouce directement. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-nous en commentaire. Interagissez avec nous. On réagit. Brad, il commente. Il regarde les commentaires. Moi aussi, je réponds. Donc on répond à tout. C'est pas comme si on en avait 150. Mais voilà. Ça fait toujours plaisir de voir que vous interagissez avec nous. Et donc ça, c'est cool. Écoute. On va commencer donc sur l'Euroleague. Il y a eu donc 2 matchs 5 cette semaine. Attends, donne des news quand même. Quelques news. Tu veux commencer par les news? Alors on commence par les news, c'est parti pour les news. Le Final Four est là, mais avant d'aller sur le Final Four, c'est la fin de saison pour beaucoup de clubs et il y a des news qui commencent à tomber. Pour les clubs français, pour les clubs autres bien entendu, et les premières news qui tombent, j'aimerais me concentrer sur le Paris Basket, parce que c'est une équipe qu'on a suivie toute la saison, et il y a une news qui est tombée cette semaine, c'est que Thiago Splitter, apparemment, ne serait pas, je dis apparemment parce que c'est pas encore définitif, le coach du Paris Saint-Germain, pas du tout, du Paris Basket, peut-être, on sait pas, du Paris Basket l'an prochain. Il retournerait sur un poste d'assistant, mais en NBA, de ce que j'ai pu entendre. Donc, cette news, elle m'a... un peu fait plaisir, je t'avoue. Non pas parce que Thiago Splitter, j'ai pas aimé ce qu'il a apporté. Au contraire, je trouve qu'il a progressé au long de la saison. Même si parfois, il y a eu des questionnements sur les temps morts. Il y a eu des questionnements sur les 2-5 qu'il pouvait mettre avec son effectif. Néanmoins, on va pas tout le retirer. Première saison en tant que coach du Paris Basket, même si Thomas Lissalo avait bien installé une patte au Paris Basket.
Il va en play-off avec le Paris Basket. Il fait une grosse saison en Euroleague. Il gagne la Coupe de France. Il gagne la Coupe de France. On va pas tout lui retirer. Il est encore en course pour être champion de France. Totalement. Donc sur la scène européenne et sur la scène nationale, on peut lui tirer un grand chapeau. Mais c'est vrai que j'aimerais voir autre chose. Et même pour lui, je pense que ça peut lui faire du bien. Ah, t'as entendu la rumeur pour le Paris Basket ? Non. Apparemment, ils sont en contact avec Luca Banchi. D'accord. Ce qui serait étonnant vu la fin de saison qu'il a fait avec les fesses. Après, c'est un très bon coach. Hein. Toi, t'aimerais bien voir Luca Banchi à la place de Thiago Splitter ? S'ils arrivent à la récupérer ? Oui, pour moi, ça reste un bon coach. Il a eu une excellente saison avec Bologne avant les blessures, pas cette année, l'an passé. Un excellent début de saison. Oui, avant les blessures. Ah, avant les blessures. C'est exactement ce que je disais, avant les blessures, parce qu'après ils ont vraiment chuté, surtout le blessure de Toko qui leur a fait beaucoup, beaucoup de mal. Néanmoins, cette saison, ce qu'il a pu apporter à la WFS, j'ai trouvé quand il a en remplacement de... c'était Dusko ? Non, je dis une bêtise. De quoi ? Non, en remplacement de Mijatovic, qui est devenu assistant. Ok. Et donc, oui, pourquoi je pense à Dusko Ivanovic ? Non, ça c'est à Bologne. C'est à Bologne. Il a remplacé à Bologne. Ah oui, c'est ça. Et donc, du coup, franchement, ça peut être une plus-value, mais je vois mal pourquoi la WFS se séparerait d'un coach qui a fait playoff, qui les a bien relancés. Dynamique, ouais. Donc, t'es allé en match 5 contre le Pana, on en parlera, mais donc voilà, étonnant. À voir en tout cas, mais pour cette première news, pour la deuxième, c'est Berlin. Berlin qui va quitter l'Euroleague. Et ça fait longtemps qu'ils y étaient. Pour le coup, non mais blague à part, ça fait très longtemps qu'ils sont en Euroleague. Et donc, ils vont rejoindre la FIBA. Ouais, la BCL. Et notamment la BCL. Donc ça fait un petit passement au cœur parce que je vais pouvoir Gabriel Procida être claqué au sol. Après, il va peut-être changer d'équipe. Hein. Il changera peut-être. Apparemment, il va drafter. Hein. Je n'y crois pas vraiment, mais c'est pas grave. Mais surtout, ce qui est intéressant sur ce changement de compétition, c'est qu'il passe pas en Eurocup. Il ne reste pas avec la firme Euroleague, il passe justement avec la FIBA. Avec la FIBA. Quand on sait que dans les années à venir, il va avoir la NBA Europe, on en a déjà parlé. On en a parlé finalement ou pas du coup ? Oui. Ok. Oui. Et donc du coup, bon, je pense que Berlin, justement, on savait que c'était une ville qui les intéressait sur des gros marchés. Donc je pense que Berlin sera un des candidats très crédibles pour intégrer la NBA Europe quand ça sera mis en place. Totalement. D'autres news ? Ouais, on a encore quelques-unes. Et là, ça concerne, on en parlait justement de Toko Shengelia, j'en parlais à Bologne, qui est pressenti. C'est pas tout à fait signé encore, du côté... Bah apparemment, c'était quand même... Même si ils ont pas officialisé, mais le mec qui a donné la news, il a dit c'est done deal. Quoi. Done deal. 2+1 pour... donc avec un strong interest aussi pour Nil Sako et pour quelqu'un d'autre, Toko Shengelia au Barça. En remplacement de Chimène Zemetou. Et c'est ça la double news, c'est que le Barça part ways, comme ils aiment dire, avec Chimène Zemetou. Ça me fait un peu mal au cœur, c'est un club, j'ai du mal à comprendre. Ils avaient déjà fait des coups très bizarres à notre Français Thomas Hurtel en le laissant sur le tarmac de l'aéroport. Là, Chimène Zemetou qui est blessé, qui s'est pété... Tendon d'Achille. Ouais, mais c'était un petit peu avant les playoffs. Oui, c'est 3-4 matchs avant les playoffs. Ouais, c'est ça, 1 ou 2 semaines avant les playoffs. Tu te sépares de lui. Déjà, d'un point de vue classe, c'est un peu moyen. Après, ça dépend dans quelles conditions ils l'ont fait. Comme je t'ai dit, ça peut être des deux côtés, tu vois. Tout à fait. Ça, on n'a pas encore les retours. Néanmoins, tu peux potentiellement attirer Toko Shengelia dans tes filets. Et apparemment, c'est un done deal. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'adore le joueur, Toko Shengelia, mais tu vois, le Barça est quand même une équipe très américanisée cette saison en tout cas. Ouais. Tu vois, avec Punter, avec Jabari Parker, avec même si Metu c'est pas un américain, mais tu vois, il joue un peu en mode fort 1 contre 1 NBA, avec Justin Anderson. Et cette année, ils ont vraiment misé sur ça, tu vois. J'ai envie de voir quel va être le rôle de Toko Shengelia, comment ils vont réussir à l'intégrer, parce que c'est une vraie plaque tournante, sachant que tu as aussi des joueurs européens avec Satoransky, avec Vesely, qui sont un peu plus dans du basket type européen. Donc j'ai envie de voir quelle direction va prendre le Barça. Est-ce qu'ils vont garder le même coach et du coup, la suite du recrutement aussi, parce que c'est sûr que Nil Sako, il va recevoir pas mal d'appels, je pense. Je pense que l'Asvel va encore se faire déplumer. C'est sûr et certain, il y a un intérêt pour le Barça, il y avait un intérêt pour un autre club, je sais plus c'était qui, mais bien sûr. Je pense que tous les clubs, genre le Fener qui cherche des grands, ça doit les intéresser de récupérer Nil Sako. C'est clair. Barça,
Le Real, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop satisfaits du backup de Tavares. Ils arrivent pas trop à savoir est-ce que c'est Ibaka, est-ce que c'est Bruno Fernando, donc peut-être qu'ils peuvent appeler. Peut-être qu'ils peuvent chercher un coach aussi. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Le Olympiakos, je pense pas qu'ils vont recruter un grand, et ils ont déjà ce qu'il faut. Le Pana aussi, ils ont déjà ce qu'il faut. Après, à voir si Urseven va rester. Et c'est pas forcément sûr, hein, De quoi? que Urseven y reste. Oui, c'est ça. Pas forcément sûr. Mais bon, quand tu vois ce que Gabriel fait, est-ce que tu as envie de recruter encore un mec? Enfin bref, on verra. Tu vois, ça me fait penser un peu à ce qu'on disait sur Yousfal qui a signé au Barça. On en parlera sur le match 5, mais c'est un mec qui a signé. On a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va être troisième d'intérieur et tout. Final pivot titulaire, tu vois. Et pas ridicule. Il est pas mauvais. Pas ridicule. Dernière news. Ouais. Et pas des moindres. Ah ouais, celle-là, je l'attendais. Last but not least. Nikola Mirotic, ancien MVP d'Euroleague, ancien joueur NBA, passé par les Pelicans, Chicago, se mange une patate par Bobby Portis. C'est important de remettre dans le contexte. C'était battu et tout. A signé avec. Aurait signé. Il n'y a pas d'officialisation. Il n'y a pas d'officialisation, c'est vrai. Donc, aurait signé avec l'AS Monaco. Relou. Très, très relou. Mais, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces signatures? Parce que, ouais, j'ai deux réactions. À chaud. Voilà, j'ai une première À réaction. chaud. Voilà, à chaud. Non, à chaud, j'ai crié parce que il y a 2 ans, on en parlait, on disait que Monaco avait besoin d'un poste 4 pour pouvoir étirer les défenses, pour du tir à 3 points, mais aussi capable de jouer sur du short roll, sur du mi-distance. Donc ma première réaction était assez euphorique. Et tu vois, là, je prends un peu plus de recul avec les jours qui sont passés. Et je suis moins dans l'euphorie, mais je trouve quand même le deal ultra sexy. Sincèrement, ultra sexy. Parce que je me dis, mais tu peux tellement avoir une profondeur, et en même temps, tu peux varier. Parce que Mirotic, il est injury prone. Ces derniers temps, il se blesse beaucoup. Mais quand il est là, les stats, c'est quoi? C'est 17,7 points, 6,4 rebonds et 2 assists. Donc, après, plutôt solide. MVP d'Euroleague qui est All First All Euroleague First Team. First ou second? Second. Je sais plus. Enfin bref, il est en tout cas dans les All Euroleague Team. All Euroleague Team. Donc, franchement, moi je suis plutôt content à voir derrière comment tu vas vouloir t'en servir. Mais je suis plutôt content. Quelles sont toi tes réactions? Moi, ma première réaction était un peu la même que la tienne. Wesh. Désolé pour cette interruption. Il y a eu un invité surprise. Je pense pas qu'on va le voir. Il y a mon chien qui est arrivé sans muselière. Donc disons que Brad a eu un peu chaud, mais tout s'est bien passé. Bref, ce que je disais, pour revenir sur ce qu'on disait, moi, ma première réaction, c'était donc la même que toi. Grosse signature. Sur le papier, c'est exactement ce qu'il cherchait. Un poste 3-4, on l'avait dit, capable de scorer, capable de tirer à mi-distance, qui peut jouer de l'isolation, qui peut jouer du post-up. Pas un mauvais rebondeur aussi. Pas un excellent défenseur, par contre. Mais c'est vrai qu'ils avaient déjà beaucoup de soldats, souvent sur les postes 4, avec John Brown, avec Blossom Game. Et donc, il manquait un peu ce profil-là. Maintenant, je me suis dit dans un second temps, ok, Nikola Mirotic, quand même, c'est un joueur de calibre MVP, clairement, qu'il va falloir intégrer dans un effectif où il y a déjà énormément de talent. Tu vois, ça me fait penser un peu à l'intégration de Wade Baldwin au Fener, qui a été très très difficile sur la grande partie de la première partie, enfin les 3 quarts de la saison. Et en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Mirotic, il taffe, mais il gagne pas. T'as un joueur comme ça déjà avec Mike James. Je parle au niveau Euroleague. Et donc, est-ce que c'est ce dont vraiment t'avais besoin? Moi, j'aurais... Tu vois, comment dire? J'aurais préféré, l'année dernière, pas avec cette saison qu'il a fait, mais un Will Clyburn. Tu vois, c'est plus dans un profil qui peut un peu plus aller au charbon, que tu peux faire défendre aussi. Parce que Mirotic, après, à voir dans quelles conditions ils l'ont signé, mais pour moi, signer Mirotic pour lui dire tu vas jouer 20 minutes... Mais après c'est toujours 2 choses. Un, qu'est-ce que le marché te propose à l'instant T? C'est-à-dire que le marché te propose de pouvoir faire ça, tu le fais. On sait très bien que les top équipes Euroleague, ils sont doublés, voire triplés sur tous les postes. Moi, je suis pas d'accord. Le marché te propose un truc. Si demain, le marché te propose, je dis n'importe quoi, te propose Kendrick Nunn. Non, bon, ça c'est un mauvais exemple, c'est le MVP d'Euroleague. Mais, je dis n'importe quoi. Ouais, par exemple, t'es l'Olympiakos. Le marché te propose Yann Vesely. Tu le fais?
Mais ça dépend de ce que t'as. Bah, c'est pour ça dépend pas que du marché. Oui, mais ça dépend Mais du marché, oui, ça sur dépend de le ce que poste 4, en effet, il y avait un besoin, mais dans l'effectif, un joueur du profil de Mirotic, en tout cas, moi, dans un second temps, t'as. Mais qui j'ai été plus dubitatif. Bon, J'aurais préféré un joueur qui est plus capable de jouer de la transition, du jeu rapide, de la contre. Mais- Après, ça dépend ce que Spanoulis va en faire. Déjà, et en plus de ça, tu sais pas qui Monaco va perdre. T'es pas à l'abri de perdre. Je te dis- Tu perdras pas Mike James, qui a re-signé pour 3 ans. Oui, mais t'es pas à l'abri de perdre Elio Kobo. Mais c'est pas grave, tu as signé Nadirifi apparemment. D'accord. Tu n'es pas à l'abri de. Nadirifi, t'as vu comment il joue Oui. dans son jeu. Oui. Donc, t'es pas à l'abri de perdre Elio Kobo. Donc, tu perds du talent pur de création. T'es pas à l'abri de Après, t'as perdre. Calates qui a pas joué de la saison, t'as Jordan Lloyd, t'as battu Strazel. Ouais. Je veux dire, mais- la perte d'Elio Kobo, Mais Jordan Lloyd, t'es pas dit qu'il va être encore là. T'as vu la saison qu'il a faite bah, il a fait une saison il a, normale. il a fait une saison. Bof. Il a fait une saison mid. Donc, Mid. voilà. Donc, et après, sur le poste 4 en question, aujourd'hui, Daniel Tays, quelle grâce. Non, mais c'est un 5. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, quelle grâce. Mais là, il le fait jouer sur le poste 5. Oui, bah oui, bah, c'est un Moteunas, 5. il va être là. Mais c'est un 5. Oui, mais. Là, de toute façon. Non, je te parle juste des grands qu'ils ont. Ah, des grands. Ouais, Moteunas, il va être là. On sait pas. Papayanis, il va être là. Pas sûr. Il est apparemment, sur les tablettes de Paris Basket, ce serait bien. Paris Basket. Non, mais il y a une autre, Non, j'ai dit ça. il y a une autre équipe. Donc, t'es pas sûr qu'il soit là. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai réagi à chaud. Je me suis dit, incroyable. Et après, en prenant de la distance, je me suis dit, Mirotic, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça peut être Non, intéressant. mais bien sûr, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Et je pense que On ça en va a être parlé toute intéressant. la saison. Mais tu vois, encore une fois, la saison de Milan est décevante. Alors que sur le papier, sur le talent, Mais c'est pas de la faute que de Mirotic, ça va être ça. c'est Josh Nibo, il est blessé tous les jours. Je suis Fabio d'accord. Closer, il a manqué un moment. je suis d'accord. Et Torre Messina est le coach. Mais c'est un joueur sur lequel j'ai des réserves. D'autant qu'il y a 2 ans, ils étaient déjà en contact avec Monaco, ça s'était pas fait. Pourquoi Oui. maintenant ça se fait? Ah bah, Tu récupères un joueur de 2 ans de plus qui a eu des saisons avec des blessures, etc. il a pris l'oseille. Ouais, bah, t'inquiète pas, à mon avis, il va prendre l'oseille aussi. Hein. Oui. Après, ce qui peut être intéressant, même si n'est pas Barzokas qui veut, n'est pas Vezenkov qui veut, on a vu que Spanoulis a quand même l'ADN de l'Olympiakos, aime ce jeu de mouvement. Mirotic, même si c'est pas Vezenkov, parce que c'est un très fort joueur d'isolation de 1 contre 1, il peut faire ce que fait Vezenkov dans de l'adresse, dans du attraper-jouer, et dans si tu lui apprends à bien se déplacer et que tu crées un jeu collectif autour de ça, Et c'est surtout que. relou. C'est surtout que. Tu vois. Pick and roll, Mike James, Mirotic, Exactement. relou. Mais relou de fou. Ça veut dire que. Spanish pick and roll, Mike James, Daniel Tays, Mirotic qui fait le backpick, relou. C'est-à-dire que tu vas attraper Mike James. Bon courage, tu vas laisser Mirotic tout seul sur du 1 contre 1. Non, relou. Mais bon, on sait que sur le papier, il y a toujours des associations qui font rêver. Moi, Tu vois, moi, c'est pareil, l'association Wade Baldwin, Nigel Davis, elle me faisait rêver, je me souviens des saisons. c'est pas pareil. Bah, c'est un 1 et un 4. Ouais, arrête de 4, mais. Bah, il joue quoi, Nigel Davis? Mais oui, oui. Même si c'est un 3-4, Voilà. d'accord, Mais il c'est joue pas, 4. c'est pas pareil. Mirotic, hein. C'est pas pareil. Et mais à voir. Moi, je C'est comme l'association Teodosic, Mike Tobey. Mike Tobey, J'étais je suis hypé. hypé. Mais non, franchement, à voir. Franchement, sincèrement. Mais en tout cas, moi, j'ai moins de réserve que toi. Je pense que ça peut vraiment bien le faire. Franchement, le Daniel Tays, Mirotic, poste 1, Mike James, et sur 2 et 3. Tout ce tracé, j'aimerais bien. Non, mais après, moi, ce qui me perturbe aussi, c'est que Monaco a pas fini sa saison. Oui. Et Monaco, bon, on va en parler, ils ont des gros morceaux en phase 2 de toute façon, mais Ouais. imagine, tu gagnes le titre. C'est-à-dire, tu vas dire à Jared Game, bon frérot, Quoi t'as fait 12 rebonds de moyenne sur le Final Four, mais tu vas aller t'asseoir. Sur le banc Ouais. Oui. Ok. Oui. Oui. Aussi simple. Aussi simple. Merci pour les travaux, pour tout ce qu'il apporte. Il apporte énormément. Je dis pas que tu dois t'en séparer, tu vois, parce que je dis pas. C'est pas en mode. Non, de toute façon, C'est pas en mode merci, faut aller voir ailleurs que la principauté. C'est merci, va t'asseoir sur le banc, t'auras tes 15-20 Mais c'est minutes. qui le backup? Attends, j'ai un trou. Il y a un backup poste 4 à Monaco là? Mais ils ont Vito Brown. Mais Vito Brown, il joue pas. Bah ça oui, fait des années Vito qu'il joue Brown, pas. Ou alors c'est Blossom Diallo et Diallo qui joue sur le poste 4. qui joue Ouais. poste 4, on est d'accord. Ouais. Donc, Ouais, ok. non, franchement, j'ai hâte. Ok, très bien. On a fait le tour des news. On a fait le tour des news. Bon, c'était intéressant. Maintenant, on va débriefer les 2 matchs 5 de la semaine. C'est parti pour les matchs 5. En ce moment, on mange bien entre les playoffs NBA et les playoffs Euroleague. C'est vrai, c'est Et cette semaine, il y avait 2 matchs 5 entre Monaco et le Barça et entre le Pana et les Fesses. Bon, tu veux commencer par qui? Monaco. Ok. Alors, on va commencer par Monaco-Barça. Déjà, la conclusion qu'on peut dire, c'est Monaco a eu chaud aux fesses et pas à les fesses.
Mettez en commentaire si vous voulez que je fasse un one-man show. Je l'entends. C'était très chaud. C'était très serré. C'était une vraie intensité de match 5. Est-ce que tu as été satisfait de Monaco? Est-ce que tu as été déçu du Barça? Comment tu as perçu un peu la performance de ces deux équipes? Pour faire un bon match, il faut 2 bonnes équipes. Et c'est ma phrase de. C'est pour ça que hier, Boulogne-Charenton, c'est pas un bon match. C'est ma phrase pour ce match-là, parce que je pense qu'on a eu un bon Monaco qui a été quand même impliqué et appliqué. Et on a eu aussi un bon Barça qui a failli le faire, en fait, tu vois. Revenir de 2-0, ils sont venus à 2-2 et 3-2. Et sur ce match-là, moi, j'ai aimé ce match. J'ai aimé ce match. En tout cas, moi, je me suis régalé. Je me suis régalé. Le score final, c'est 85-84 pour Monaco. Et tu vois, on parlait de backup post 4 à Blossom Game avec Alpha Diallo. Et je dessert une première mention à Alpha Diallo parce que ce qu'il a apporté sur ce match-là, offensivement, défensivement, j'en parle pas parce que ça reste un très bon défenseur. Et il nous a déjà prouvé à maintes et maintes reprises ce qu'il était capable de faire. Mais ce qu'il apporte offensivement aussi sur le début du match, notamment, c'est du très 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 haut niveau. Quand il est comme ça, c'est difficile. Et avec ça, on a Monaco au global qui a monté d'un ton en défense. Je me suis régalé sur ce match-là. J'ai aimé les ajustements qui ont été faits. Et on l'a dit, mais je veux tirer un coup de chapeau, au-delà d'Alpha Diallo, à Mike James. Mike James, pour la série qu'il a faite, pour le match 5 bien sûr, mais pour la série qu'il a faite, je l'ai trouvé d'une justesse extrême. Je l'ai trouvé d'une attitude irréprochable. Je l'ai trouvé au diapason de son équipe pour accompagner Alpha Diallo et accompagner les autres. On a pu s'appuyer sur du Mike James, on a vu faire les efforts aussi en défense, être dans les bons espaces, être dans la bonne attitude. Donc bravo à lui, on parlera des autres joueurs bien sûr derrière. Mais non, c'est un match moi qui m'a fait plaisir, en tout cas côté Monaco. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé avant que j'aille sur le Barça comment tu l'as vécu? Bah, je suis d'accord sur ce que tu dis sur Mike James. C'est un match. Il fait une série exceptionnelle. Je vais donner ses stats sur la série. Il y a en 30 minutes 16,6 points de moyenne, 55% à 2 points, 41% à 3 points, 83% au lancer, 6,2 4 passes, 1,2 interception, 19 dévals. Sachant que sur le match 2, il fait genre 5 points, 5 dévals. Donc en gros, il s'est trouvé sur un match où son équipe gagne. Sinon, sur les 4 autres matchs, il a genre 25 dévals de moyenne. Et comme tu dis, dans l'attitude, il a été très bon. Il a été bon dans le choix des tirs. Il va chercher du flotteur. Quand ça attrape, il a pas forcé il a pris quelques tirs difficiles qu'il a mis pour la plupart, mais ça a pas été, on va dire, l'essentiel de son jeu. Donc moi, j'ai vraiment kiffé la série de Mike James. Je suis d'accord avec toi. Après, sur ce match, il y a d'autres joueurs en avant. Bien sûr. Donc il y a Alpha Diallo, et donc je vais aller aussi sur pour moi le MVP de cette rencontre, Papagiannis. Bien entendu. Alors, quand il rentre sur le terrain, je me dis, oh, j'ai noté, oh, il y a Papagiannis. Genre, qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Il est mis au placard depuis. Mais franchement, il fait une entrée, il fait un match exceptionnel. Exceptionnel, j'arrive pas à voir les stats, mais Je les ai. Mais il rentre directement. 17 points. En 19 minutes, 10 minutes 57 précisément, il fait 17 points, 4 sur 5 à 2 points, 3 sur 3 à 3 points. Il prend 5 rebonds, 21 dévals, plus 8 de plus-minus, 3 fautes provoquées. Correct. Et donc, franchement, c'est une plus-value de fou, parce que même Jaité était un peu plus en délicatesse sur ce match-là. Thaïs était bon, et donc voilà, c'est la richesse de l'effectif de Monaco. Là où, au Barça, c'est vrai que c'est pas que t'as pas ça, mais t'as pas mal de blessés. Il te manque Metou, il te manque Veseli, il te manque la Provitola, il te manque Juan Nunez. Donc en fait, t'as quand même 4 joueurs qui sont dans ton effectif normalement qui ne jouent pas. Donc ça a manqué. Donc bravo à Spanoulis d'avoir sorti Papagiannis et de l'avoir gardé concerné, parce qu'il rentre, il est tout de suite bon. Et on se dit, est-ce qu'il va apporter sur 3-4 minutes? Mais non, sur toute la longueur du match, il a été exceptionnel sur sa première entrée et sur sa deuxième entrée. Il a été très très bon. Et en plus, on sait, c'est un profil qui peut mettre des points à l'intérieur, qui peut dissuader près du cercle et qui peut mettre des tirs à 3 points aussi. Donc vraiment, crédit à Spanoulis et à Papagiannis. Un autre joueur dont je veux parler, on parle souvent, c'est Mathieu Stradel, évidemment.
moi je commence le match, je me dis ok, Mathieu Strazel aujourd'hui est un titulaire d'une équipe du Final Four. On commence un match 5 de Playoff Euroleague, il est titulaire, il finit les matchs. Et ça, c'est une vraie évolution par rapport à l'année dernière où, oui, il avait pris un petit peu de responsabilité sur la deuxième partie de saison, mais quand c'était chaud, bah, c'était toujours les tauliers. Aujourd'hui, dans la rotation, il est clairement devant Jordan Lloyd. Je dirais pas qu'il est devant Eli Okobo, mais Eli Okobo est moins bon sur les dernières semaines de compétition. Et j'apprécie que Spanoulis mette les joueurs qui sont bons avant de mettre les joueurs qui sont tauliers. Le seul qui a un peu vraiment cette humilité, c'est Mike James. On l'a vu sur certains matchs qui étaient pas bons, mais qui rejouaient quand même. Mais là, sur la série, de toute façon, t'as rien à lui reprocher. Donc voilà. T'as d'autres joueurs côté Monaco que tu voudrais féliciter? Non, après, moi, je vais féliciter le collectif. Je vais féliciter, pardon, le collectif parce que sur un match comme ça, on voit aussi qu'ils ont réussi à apprendre. Ils ont appris de leurs erreurs sur un match 5. Tu l'emportes. Tu as déjà été éliminé à ce stade de la compétition. Tu sais la douleur que c'est, même s'il y a eu des erreurs qui ont été faites, qui auraient pu leur coûter très cher. Mais bravo Monaco pour la saison. Mais ils ont parfois été irréguliers. Ils ont su se reprendre quand il le fallait. Tu vas au Final Four, une fois de plus. Faut pas qu'on banalise ça. C'est un vrai exploit. Donc bravo à eux. On voit des fois des statistiques qui passent. Kostas Lukas, il y a été 150 000 fois. Et 7 fois, il a été 3 fois avec Olympiakos, 3 fois avec telle équipe, etc. On voit des clubs, on dit le Fener, c'est la 8e fois ou 9e fois qu'ils y vont. Donc c'est des choses qu'on va vraiment pas banaliser. Donc bravo Monaco pour ce deuxième Final Four. Ouais. En 3 ans. En 3 ans. Donc non, bravo à côté Barça, parce que comme je dis, pour faire un bon match, il faut 2 bonnes équipes. Côté Barça, le match de Jabari Parker, le- magnifique. j'ai adoré. Tu vois, je pense que... Moi j'ai noté, est-ce que Jabari Parker va signer à Monaco? Parce que c'était une performance Yontunenesque. Ah oui, bah là, il joue. Oh là il joue pour les là, il autres, joue hein. pour Monaco. Ah, il joue pour les autres, hein, Tu vois, pour le coup, Jabari Parker, j'aurais préféré que Mirotic à Monaco. Non, oh non, oh non. Ah si, moi j'aurais bien aimé. Non, parce que c'est un mec qui pose la balle. Oui, il a besoin de poser la balle. Mais en fait, dans son style de jeu... Bof. Non. Attends, il attrape la balle, il tire. Hein. Non. Il joue comme ça sur certaines possessions, mais c'est un mec qui a besoin d'avoir la balle en main, de poser la balle, etc. Là où Mirotic est plus fort sur du catch and shoot, sur attraper, jouer, attraper, Je suis tirer. pas d'accord. Je trouve que Jabari Parker cette saison a fait beaucoup de catch and shoot en Oui, transition. mais c'est un même croqueur. Non, mais c'est un croqueur. Mais Je suis d'accord. toi, t'es fou. Mais par contre, il peut plus te jouer de la transition et je pense que c'est un meilleur défenseur que Mirotic. Oui, mais ça, tous les jours, il peut plus jouer à la transition et meilleur défenseur, je suis d'accord. Mais dans le style de Monaco, avec Jamal James qui va apporter la balle, du Ile Okobo, s'il est encore là, du Mathieu Stradel, etc., je préfère avoir Mirotic. Mais c'est dans la vie. Ok. Mais pour revenir sur le Barça, au-delà de la catastrophe que Jabari Parker nous a servi sur ce match-là, je voudrais quand même féliciter M. Kevin Hunter. Bravo. Parce Bravo, que Kevin. M. Kevin Hunter s'est présenté au match en étant Kevin Hunter. Il a vraiment porté son équipe et il n'y a aucune ironie là-dedans. Il aurait pu mettre le dernier tir pour faire gagner Gros, le... tu veux de l'eau, gros? Quoi? Tu veux de l'eau? Non, mais j'ai l'impression d'avoir le hockey. Mais enfin, vraiment, tu vois, je m'aperçois dans ma phrase. Ouais, mais gros, Il a porté son équipe... J'ai mon grand-père. Chef, c'est qu'est-ce qu'il y a? Ouais, agressif comme ça. Bon. Je parle plus. Non, c'est pas vrai. Il a porté son équipe. Malheureusement, il a pas mis le dernier tir qui aurait pu les qualifier pour le Final Four. Il a fait un bon match. En 30 minutes, il met 19 points. 4 sur 4 à 2 points. Il a pas loupé. Par contre, il se trouve beaucoup à 3 points. Il fait 2 sur 8. 5 sur 5 au lancer franc. 4 passes décisives. 2 pertes de balles. 6 rebonds. Donc un match ultra complet. Il fait 23 dévals. Et 1 de plus-minus. Donc franchement, bravo pour ce match. Mais moi, côté Barça, le MVP, pour moi, c'est Hernan Gomez. C'est Hernan Gomez parce qu'ils lui ont envoyé de la chair. Ils lui ont envoyé de la chair toute la soirée. Ils ont envoyé n'importe qui. Tout le monde y est passé. Daniel Tice, il s'est fait laver. Comment il s'appelle? Mam JT, il y est passé. Il s'est fait laver. Ils y sont tous passés. Il a fait un gros match incroyable. Donc non, bravo à lui. Bravo à eux. Malheureusement, leur saison, elle va s'arrêter là. Moi, je les avais mis au Final Four. De mémoire. Je les avais mis au Moi, j'avais Final mis Four. Monaco. T'avais mis Monaco. T'avais bien ciblé. Et je pense que maintenant, le Barça... C'est pourquoi c'est moi qui vais toucher la YouTube Money. Tu peux toucher la YouTube Money, il y a 1 centime qui vont arriver sur ton compte. Mais C'est toujours 1 centime de plus que toi, mec. je suis pas sûr, mais d'accord, on peut aller sur Starla si tu veux. Mais en tout cas... Tu veux sortir les avis d'imposition, c'est ça? Tu veux qu'on sorte les taxes foncières? M'en parle pas, merci.
Mais donc, du coup, non, Monaco. Le Barça doit se concentrer maintenant sur l'avenir, sur en tout cas la saison prochaine. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là pour le Barça? Moi, j'étais comme Kevin Putter très bien, j'étais un peu déçu du match de Dario Brizola, qui avait fait une grosse série, qui a eu moins d'impact. Je veux pas dire qu'il s'est trouvé, parce qu'en vrai, Il tire pas beaucoup en fait. ouais, il prend 5 tirs. Bah ouais. Peut-être que Jabari Parker aurait pu tirer un peu moins. Merci. Jabari Parker, quand même, il a la même éval que Sion Keita, Il y a pas de- Raoul Villar et Mathieu Grujičić. Ils ont pas Et joué. qu'Alex Abrines aussi. Donc c'est pour donner. Alex Abrines, il joue 8 minutes. C'est vrai. Donc c'est pour donner, et sachant que les balles c'est 0. Donc voilà, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur Willy Hernan Gomez. Je voudrais revenir par rapport à Youssouf Fall. Pareil, c'est un mec, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre au Barça? T'as Yann Vezeli, t'as Willy Hernan Gomez. Ouais, mais Yann Vezeli est pété, Willy Hernan Gomez défend pas. Donc il a pris des minutes. Et franchement, il fait une très bonne série. Honnête, il fait encore un très bon match. Sur le rôle, il a été très très chiant à défendre, même si des fois il fait des marchés de fou. Mais apparemment, quand tu fais 2m20 en Euroleague, t'as un pass pour faire des marchés entre lui et Walter Tavares. Mais il fait quand même 10 points, 10 rebonds, à 5 sur 7 au tir. Oui, il fait 3 pertes de balles, 13 dévals en 16 minutes. C'est quand même très efficace pour un mec que tu faisais pas jouer au début de saison. Donc voilà. Et un autre mec que j'aime pas trop, mais qui m'a quand même impressionné, Thomas Satoransky. Tu regardes la ligne de stats, tu te dis pas, c'est pas la folie. Il fait 8 points, 50% au tir, 0-2 au lancer, 5 passes, une interception, une perte de balles, 4 fautes provoquées, 4 fautes personnelles. Il est à plus 10 de plus-minus, alors que son équipe perd. C'est le meilleur plus-minus de son équipe, et de loin. Et dans le troisième quart-temps, c'est lui qui embraye le run pour ramener le Barça. Des passes décisives, il provoque du passage en force, il va mettre un tir. Et en fait, c'est les petites choses qui font que des fois, c'est ce que tu attends de ton meneur de jeu, surtout quand tu as un poste 2 force scoreur, enfin, tu as des force scoreurs autour de ça. Et donc, crédit à Thomas Satoransky qui lui aussi s'est présenté au match, a fait ce qu'il fallait faire. C'est pas passé loin. Maintenant, on peut arriver sur la fin de match. Quand même, c'était chaud. Tu as dit Monaco a appris de leurs erreurs. Moi, je dis que Monaco a évité le pire. Parce que l'avant-dernière possession du Barça, c'est Kevin Punter en 1 contre 1. Alors, je sais plus contre qui il est. Je pense que ça doit être face à un grand. T'as Mike James qui vient trapper. Mais Kevin Punter est dans l'axe. Hein. Mike James qui vient trapper fort pour faire lâcher la balle. Punter lâche la balle à Justin Anderson, qui est à 16 points déjà sur le match. Franchement, c'est les 16 points que j'ai moins vus de l'histoire des 16 points. Tu l'as vu marquer? À un moment, ils mettent Justin Anderson 14 points. Je dis, quoi? Il a autant scoré? Et donc, il est défendu par qui? C'est cette action-là? Ouais, là, Blossom Game. Pourquoi tu vas le trapper? Et puis, il va le trapper haut. Alors, Justin Anderson tire de très très loin. Ça fait une gamelle. Ça fait une gamelle. Ils sont à +1, il reste 35 secondes. C'est un risque qui a été pris, mais franchement, qui a failli coûter très très cher. Après, c'est la lutte au rebond. Ils arrivent à récupérer le rebond. Derrière, ils scorent pas. Papagiannis rate le hook. Et derrière, il y a encore un tir de Kevin Punter. Bon, ça, c'est bien défendu. T'as Papagiannis dessus qui conteste un mec de 2m20. Après, Kevin Punter, c'est ses tirs. S'il l'avait mis, ça aurait été tant pis pour Monaco. Mais voilà. Mais par contre, cette trappe-là, ça, c'est des trucs, ça peut te coûter une saison. Hein. On se rappelle l'année dernière, Monaco a la balle pour partir au Final Four. Elio Kobo, plutôt que faire maintenant, avec le recul et les game winners qu'il a mis sur cette situation, au lieu d'aller chercher son petit tir à mi-distance, il prend un tir à 3 points. Il passe pas. Derrière, il perd en prolongation. Ça se joue vraiment à rien. C'est vrai. Après, je pense que dans ce moment-là, on a un peu le même système qu'en NBA. C'est si on doit perdre, je veux que tu puisses perdre par un role player, entre guillemets. Ouais, mais tu vois, pour moi, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est ça qu'ils se disent. Mais je pense qu'il y va trop tôt. Parce qu'il est là. Oui. Vas-y, quand il reste 4 secondes, qu'il commence à rentrer dans ses dribbles. Ouais, oui. Et vas-y, oui, et là, tu vas le forcer à aller. C'est vrai, mais c'est plus compliqué parce que regarde, en fait, sur l'action, tu vois, il la prend centrale. Ouais, ça switch. Il a 13 secondes. Là, ça switch. S'il y va un peu plus tardivement, ça veut dire que par exemple là. Non, parce qu'il est en train de reculer. Pourquoi il y va là? Mais parce que s'il y va pas, il a dû un contre 1 face à Blossom. Oui, mais il est en train de reculer. Tu peux laisser encore, je pense, 2-3 secondes. Donc, et après, il se dit, si on doit perdre. Il est dans le central. En plus, Blossom Game, il est en train d'appeler Punter, il est en train d'appeler un pick. Si on doit perdre, je préfère qu'on perde par rapport à un role player. Et en soi, bon, c'est Justin Anderson, il peut mettre, hein. Tu vois, ça fait gamelle. C'est pas. Il a tiré de loin. Hein. Et tu vois. Il a tiré NBA. Hein. Mais ouais, vraiment gamelle. Il fait gamelle et ça aurait pu tomber dedans. Et je pense que c'est ça. Ils se disent, si on doit perdre, autant perdre par role player. Parce qu'ils savent très bien que Kevin Punter peut les assassiner. Donc. Pour finir un peu sur ce match-là, oui. Kevin Punter, excellent. Par contre,
il est venu au match que pour jouer d'un côté du terrain. Oui. Parce que défensivement. Oh ouais, non, mais là, c'était abusé. Là, j'avais l'impression de voir. Jamal Murray. Ouais, mais toi, je sais pas ce que t'as avec Jamal Murray, gros. On dirait c'est toi qui a fini sur Instagram Live. Hein, c'est un flou. Très bien pour cette série. Très du bien. coup, Monaco au Final Four, on en parlera après. C'est l'heure. On parle de FS Pana. Oui. Très bien. Alors, match 5 à l'OAK. C'était chaud. Est-ce que Mathias Sessor allait jouer? Non. Est-ce que Shane Larkin allait envoyer son équipe au Final Four? Non. Mais il y a un joueur côté Pana qui a. Je t'avais dit, mon gars. Non, mais franchement, tu vois, c'est pour ça. El Grande Chedi Osman. Tu recrutes des mecs, ils font des saisons moyennes, même si sur la fin de saison c'était mieux. Mais au final, sur un grand moment, bah, ça vaut le coup. Tu vois, un peu comme Lorenzo Brown l'année dernière au Maccabi, qui s'est réveillé, qui s'est bien réveillé d'ailleurs cette année. Lorenzo Brown? Ouais. Il a fait un Final Four de ouf, hein, tu vois. Non, il est sorti de la rotation, frère, c'est fini. Avec Chedi Osman à ce niveau-là. Bref. Attention. Du coup, le Pana a signé un mec inarrêtable en transition. C'est vrai qu'il essayait beaucoup de pousser le jeu sur de la contre-attaque sur durée tout au long de la saison, mais là, il le fait à un niveau de réussite assez exceptionnel. Et avec du tir extérieur, donc à ce niveau-là, Chedi Osman est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur, ça a été déjà en NBA, il était déjà capable de mettre des tirs. On s'en rappelle beaucoup parce qu'il a choqué les lancers francs lors de la Coupe du Monde de mémoire face à l'équipe de France. Ouais. Et donc. Comment? Ils avaient un marabout. Quand il fait 0-2 là. Mais ça reste un très bon joueur de transition. Après, sur ce match-là, j'ai envie de te dire, malheureusement, les Fesses étaient un peu à court de solutions, j'ai trouvé. En tout cas, le Pana a dominé ce match de A à Z, même si les Fesses a tenté de revenir parfois, mais j'ai trouvé que vraiment le Pana a mis la main sur le match dès le début. Il y a un run qui part, il met 12 points, il fait un run de 12-0. Le Pana, ils étaient vraiment pas là pour jouer. Après, oui, t'as les Fesses qui va refaire un petit run également, mais à la mi-temps, on a le Pana qui reste quand même devant malgré tout. Et on est reparti chez Narkin qui fait un match pour le coup de patron, hein, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup oublié cette saison, il a été blessé. Je trouve qu'il fait un match de patron. Moi je trouve qu'il fait un match il fait un bon match. Je trouve que Jaren Grant il l'a mis dans sa poche. Je trouve que Shane Larkin il s'est fait éteindre par Jaren Grant. Je vais regarder les stats. Mais alors il a un trou d'adresse, oui. Il fait 11 points, 2 sur 8 au tir, enfin 2 sur 8 à 2 points, 2 sur 5 à 3 points. Donc il fait 4-13. Pour moi, c'est pas que les 3 pertes de balles, 4 passes, 9 dévals. Pour moi, c'est pas que les stats, parce que même dans le troisième quart, quand il essaie de non, mais recoller... attends, ça tu vois, voilà. Enfin, je m'en rappelle quand tu me dis ça. Quoi? Comment s'appelle cette foutue émission? QLS. C'est pourquoi QLS. Que les stats. Voilà. Donc, si, c'est que les stats. Non, c'est pas que c'est ça. que les stats, non, on est sur QLS. Donc, c'est que les stats. À chaque fois, je me dis, putain, mais faut que je lui dise. On est sur QLS, gros. Oui, mais Il n'y a pas de c'est pas que les stats. C'est pas que les stats. Ça, oui. Mais le basket, c'est pas que ça. Et dans le troisième quart-temps, tu vois, ils sont à la rue. Et quand il y a 53-46, parce que Shane Larkin fait un gros troisième quart-temps, il met des tirs pour recoller, pour essayer de les ramener. Pendant que Kendrick Nunn est dans un trou pas possible. Mais tu vois, le Pana va quand même décrocher de la victoire. Parce que, très grand chez Chedi Osman, il a sorti un moment de la boîte Kalaitzakis. Il l'a envoyé un peu pour le préparer pour le Final Four. Il a joué 2 minutes, je crois, de 47, c'est ça. Donc il l'a envoyé pour le préparer pour le Final Four, quand il va mettre son death line-up. Donc voilà, donc bravo au Pana, j'ai envie de dire. Ils ont réagi comme des champions. Merci beaucoup. Ouais, grosse défense. Wenyen Gabriel, excellent match. Excellent impact, franchement. Je veux voir le plus-minus de Wenyen Gabriel parce que... Plus 21. Voilà. Ce mec-là, quand il fait un énorme début de match, il sort, c'est là que les Fesses fait un run, parce qu'il a des problèmes de faute. Il re-rentre. Le Pana refait un run, il a été monstrueux. Et franchement, c'est sorti qu'il discute beaucoup avec Mathias Le Sort, etc. C'est des profils qui sont assez similaires. Ouais. Mais tu fais quoi, mec? Non, vas-y, continue, parle. C'est des profils qui sont assez similaires. Ok. Et du coup, j'ai adoré l'impact et l'apport de Wenyen Gabriel. Il a une grande part de responsabilité dans la victoire du Pana. Jaren Grant aussi, on l'a dit défensivement, même si c'est vrai que Shane Larkin a eu quelques flashs. Moi, je trouve que sur la globalité du match, il l'a extrêmement bien défendu, il l'a frustré. Et en plus, il met 2 tirs à la fin pour finir le match, oui. Quand les Fesses se rapprochent. Donc, Jaren Grant, voilà.
Maintenant, faut peut-être qu'on parle de monsieur Kendrick Nunn. Is this your MVP? Il se dit sur le MVP. Yes. Bon. Oui, c'est mon MVP. On savait l'année dernière, il n'avait pas fait une saison régulière de ce niveau-là. Et au final, quand ça comptait, il a été exceptionnel. Là, quand même, je vais donner ses stats sur la série. 32 minutes, 15 points de moyenne. Donc, quand même 5 de moins que sa moyenne en saison régulière. 42% à 2 points, c'est très faible. 24% à 3 points, c'est très faible. 4 assists, 3,4 paires de balles, 11 dévals. Bon, je m'en fais pas pour Kendrick Nunn, mais en tout cas, il a pas répondu présent. Le Pana est allé en 5 face à les fesses. Et, ouais, mais tu m'avais dit, il va en mettre 30, ça va être vite réglé. 2 x 30. 2 x 30. Il a pas mis 2 x 30, mais... Il a même pas mis 1 x 30. Il a mis 25, son meilleur match. Mais, tu vois... Et sur les 2 derniers matchs, il est dramatique. Hein. Parce que ce qui lui manque, c'est l'adresse à 3 points. Bah, même à 2 points. 42% à 2 oui, points, c'est 42%, hein. oui, mais tu vois, ce qui lui manque, c'est l'adresse à 3 points, parce que c'est aussi ça qui fait la diff. J'ai pas les stats à 3 points qu'il a, mais il en met... Il est à 8 sur 33. Voilà. 2-11 sur le dernier match. Voilà. 2-11. Il en met 2 de plus, c'est pas assez... Mais il les a pas mis, c'est facile. Moi aussi, si je Non, mets le tir contre Robert. mais non, mais c'est pas ça. Même 1 de plus. Il met juste un tir de plus. Il est pas à 13 points ou à 12. Et il est à 15 ou à 18. Et tu regardes pas le match de la même façon. Donc c'est ce que je veux dire. C'est l'adresse à 3 points. C'est l'adresse à 3 points qui lui a manqué. Mais il est pas à 7 points. Il met 15 points quand même. Oui, mais il est à 15. Mais il prend. Pourquoi? Bah, il prend. Attends, en moyenne 42 divisé par. Ils ont joué 5 matchs. 42 divisé par 5, ça fait 8. Un peu plus de 8 tirs à 2 points. Et 33 divisé par 5, ça fait. 7. Ouais, 6-7. Donc ça veut dire qu'il prend quand même 13 tirs par match. 13 tirs par match, tu peux les mettre les 15 points. Hein. Ouais, oui, mais... Plus les lancers francs, parce qu'il tire aussi pas mal de lancers francs. Et ça, pour le coup, il a l'adresse au lancer franc. Voilà, et je trouve qu'il est pas... Attends, tu vas me dire que Kendrick Nunn, il a été au niveau auquel on l'attendait sur la série? Non, je te dis pas ça. Parce que tu commences à me dire, oui, s'il avait mis un tir, s'il avait mis un dunk, peut-être que... Parce qu'à t'entendre, on a l'impression qu'il est passé à côté de sa série. Mais il est passé à côté de sa série. Mais bien sûr. C'est ça ton problème. En fait, toi, t'as pas de demi-mesure. Mais attends, je t'ai dit... Non, mais attends, je t'ai dit... Mais c'est... Alors, c'est quoi être Kendrick Nunn ne fera jamais 7 points. Mais c'est quoi être passé à côté de sa série, alors? C'est faire moins de 50% à 2 points, perdre 5 points... C'est ça, passer à côté de sa série? Faire 15-4 et 4, c'est ça, passer à côté de sa série, pour toi? Mais 15-4 et 4, regarde, moi je vais donner un exemple. Quoi? Moi, sur ma saison, je fais 10-3-3. Ok? En FIBA, avec, à notre niveau, R2, etc. Tu dis, 10-3-3, ça va, c'est correct, tu vois. Normal, 10 déval, vas-y. Mais non, je passe à côté de ma saison. Parce que les pourcentages sont pas bons, parce que je joue 25 minutes, plus de 25 minutes en moyenne. T'as pas la même adversité aussi. Non mais voilà, mais oui, non mais lui aussi, mais après il est plus fort que moi, Kendrick Nunn, je pense. Mais ce que je veux dire, je trouve ça un peu dur. Tu vois, il y a aucun joueur de ce calibre-là, à part James Harden, mais même James Harden, tu vois, si on revient sur James Harden, même quand il passe à côté de certains matchs, bah, il met 8 points, mais si tu regardes les stats sur la série, bah, sur la série, il est à 25 points de moyenne, etc. Mais là, Kendrick Nunn, il est à 15 points de moyenne. Oui. Moi, je trouve pas qu'il ait eu de l'impact. Il est à 15 points de moyenne parce qu'il met 15 points. Le premier match, il met 15 points. 1 sur 5 à 2 points. 3 sur 10 à 3 points. Tu vas pas me dire qu'il fait un bon match. Mais non, mais attends. Je te dis donc pas. Donc on est d'accord, il fait pas un bon match. Il fait pas. Deuxième match, il fait 14 points, 5 sur 11 à 2 points, 1 sur 6 à 2 points. Là, à la limite, c'est peut-être mieux, mais ce match-là, ils le perdent. C'est le match 2, ils le perdent. C'est le match 2 qui perdent. Hein. C'est le match 1 qui perdent. C'est le match 1 qui perd? Je crois que c'est le match 1 qui perd. Je sais plus. Regarde. Match 3, meilleur match, parfait. 25 points et ça. Match 4, 12 points. 1 sur 8 à 2 points, pas à 3 points, à 2 points, 2 sur 4 à 3 points, là pour le coup il a pas trop arrosé. Le match 5, 2 sur 5 à 2 points, 2, 11 à 3 points. Moi je suis désolé, j'appelle ça passer à côté de sa série. Quand tu viens d'être MVP en titre... Je trouve ça un peu dur. Moi je trouve ça un peu dur parce que sur la saison il est à 19,5 ou 20. Il a plus de 20. Il a plus de 20. Il a 20, là il met 5 points de moins. Il a peut-être pas répondu en tant que MVP sur cette série-là. Mais avec un effet qui était bien structuré malgré tout, et j'avais dit qu'il passerait en 5. Je suis d'accord, ça, les pourcentages ils peuvent mieux faire, je suis d'accord sur 3 points, ils sont cracra. De là à dire il passe à côté de sa série, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Tu m'aurais dit il est à 9 ou 8 ou 9 points. Il sera jamais à 9 points. 9 points. Tu peux pas être à 9 points en prendre 15 tirs par match. À 10 points, je t'aurais dit ouais, j'avoue là c'est chaud. Mais c'est impossible.
il passe à côté de sa Mais série. ça n'arrivera jamais. Mais c'est dur. Et Mais... dans ce cas-là, en gros, des joueurs de ce calibre-là ne passeront jamais à côté de Non, leur série. bah, c'est C'est dur. comme dire Mike James. Mike James, quand il passe à côté de sa série, l'année dernière contre le Fener, on est d'accord qu'il passe à côté de sa série. Je sais plus, oui. Oui, l'année dernière contre le Fener. Oui. On est d'accord, Oui. il prend son titre de MVP. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion. On dirait que quand tu prends un titre de MVP, tu peux pas un truc. Mais je suis sûr que tu regardes les stats de Mike James l'année dernière, il est à 14 points, 5 passes, un truc comme ça. Donc en fait, c'est pas QLS, tu vois, c'est pas que les stats aussi. Et là, pour le coup, moi je trouve que Kendrick Nunn. Après, encore une fois, je me fais pas de soucis, je sais que sur le Final Four, il va être là. C'est un joueur qui a déjà été là dans les moments importants. Donc pour l'instant, il a du crédit. Les mecs qui ont déjà gagné, on leur donne du crédit. Bien sûr. Sauf Ergin Ataman. Donc voilà pour Kendrick Nunn. Autre chose à dire sur cette équipe? Non, mais tu peux enchaîner sur le Final Four. Très bien. Et ben on part tout de suite sur les previews, la preview du Final Four. Le Final Four, le 23 mai, va rendre son verdict. Et là, ça va péter. Malheureusement, nous y serons pas cette année. Mais, j'ai appris que l'année prochaine, ça serait peut-être à Valence. T'as appris ça où? C'était sur basket... ou non, c'est un insider qui a mis ça. Que Valence était en strong position pour accueillir le Final Four, host de Final Four. Et c'est déjà c'est cool. Est-ce que laisse en anglais? On peut, mais bon, je vais être un peu limité à un moment quand même. Tu vois. Chuch. Mais donc non, mais franchement, c'est une super nouvelle. On en discutait un petit peu hier. Est-ce que c'est parce qu'il y a NBA Europe qui arrive et qui veut ramener les fans, donc ils ont dit bon, hein, on va mettre ça un peu dans un côté européen. Mais Valence, Espagne, il fait chaud, ça peut être très très lourd. J'ai hâte. C'est pas loin. C'est pas loin, donc ça peut être très cool. Ça sera blindé. Revenons-en à nos moutons et au Final Four le 23 mai à Abu Dhabi. 4 équipes. Le Fener, Samet c'est pour toi. Le Pana, l'Olympiakos et Monaco. La guerre des tranchées est lancée. Nous avons 2 rencontres. La première, Fener-Pana, ou peu importe l'ordre, et Monaco-Olympiakos. À froid, comme ça. Avant de rentrer dans l'analyse, etc., à froid, c'est quoi ta take pour aller en finale? Moi, je vois une finale. Je sais pas si je suis objectif. À froid, ouais. Moi, je vois une finale. Monaco-Fener. Et je vois Monaco gagner le titre. Ok. Allez, c'est ma take. Ok. Et Moi, alors, je vois. Ouais, vas-y. Moi, je vois une finale Olympiakos-Fener. Et je vois l'Olympiakos gagner le titre. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, on voit tous les deux le gagnant de la demi-finale Olympiakos-Monaco gagner le titre. On pense que c'est soit l'Olympiakos, soit le Monaco qui vont le prendre. Je pense que Monaco va pas le prendre. T'as dit quoi? Je pense que Monaco Oui, va pas mais le quoi prendre. qu'il arrive, aucun de nous deux pense que ça va être le Fener. Par contre, aucun de nous deux ne voit le Pana passer aussi. Oui, Donc ça, c'est intéressant. mais en fait, j'hésite entre l'Olympiakos et le Fener. Je pense que... Mais... Le truc, c'est que c'est sur un match. Hein. Sur un Exactement. match, c'est chaud. Et autant on a tiré sur Jasikevicius, autant il est plus capable de s'adapter, je trouve, Que dans un Barzokas. match que Barzokas, Oui. qui a son plan de jeu Oui. et qui va s'y tenir, et qu'on l'a vu contre le Real, qui a eu un peu de mal à s'adapter. Ils ont gagné en jouant leur plan de jeu, mais sans vraiment faire de vraies adaptations. Mais de toute façon, on va faire la preview. Ok, donc Je vais écoute- changer d'avis, je le sens. Ouais, mais toi, de toute façon, t'es une girouette. Je le sens. On commence par la preview de Olympiakos Monaco. Vas-y. Alors, Olympiakos Monaco. C'est. L'Olympiakos, c'est clairement la meilleure équipe de la ligue sur le papier. C'est la meilleure équipe de la ligue après la saison régulière. Ils ont envoyé le Real bouler 3-1 sur leur tour de play-off. Oui. Même si, à part le match 1, tous les matchs étaient serrés. Oui. C'était pas si facile que ça. C'est donc une équipe qui, dans les stats, on retrouve cette domination. C'est la deuxième équipe à l'offensive rating. Ils sont à 120 points par 100 possessions. Quatrième au defensive rating, 113. Et premier au net rating. Donc c'est eux qui ont la meilleure différence sur 100 possessions. Premier aux passes décisives. On l'a dit, l'Olympiakos, c'est une équipe qui fait beaucoup bouger la balle. Premier au nombre de lancers francs. Merci Saja Vezenkov. Merci Evan Fournier. 13e au pace, par contre. C'est une équipe qui joue beaucoup. On le sait, c'est un système de jeu avec beaucoup de mouvements sans ballon, que ce soit avec Mousfal, que ce soit avec Vezenkov. Des fois, il poste aussi walk-up, Najeles Davis. C'est une équipe qui a beaucoup d'armes offensives et du coup, qui aime bien prendre son temps en attaque. C'est pas une équipe qui joue beaucoup de transitions, un petit peu avec McKissic et Sabenli maintenant qu'il est arrivé, mais sinon, t'as pas de gros mecs qui vont courir.
T'as Vezenkov aussi qui sait toujours bien se placer sur de la contre-attaque. Mais voilà, c'est pas une équipe qui joue sur un gros pace. Et c'est une équipe qui provoque aussi beaucoup de turnovers. 4e au nombre de turnovers provoqués. Sur les playoffs, donc sur la série face au Real, c'est la pire équipe à 3 points des équipes qui étaient qualifiées en playoffs. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Surtout quand tu joues, Surtout quand tu joues face à Monaco. C'est toujours une équipe qui a baissé en termes d'offensive rating. Ils étaient 2e sur la saison régulière, ils étaient 6e. Ils perdent presque 10 points sur 100 possessions face au Real. Par contre, ils restent toujours premiers au defensive rating. Enfin, ils passent même premier. Et ils ont resserré leur défense puisqu'ils sont passés à 109,3 sur 100 possessions. C'est une équipe toujours qui, on l'a dit, qui provoque beaucoup de pertes de balles. Ils ont même provoqué plus de pertes de balles sur la série de playoffs qu'en saison régulière. En face, t'as Monaco, qui est l'équipe qui prend la deuxième équipe qui prend le plus de soin de la balle. Donc déjà, on voit le premier point de clash. Les pertes de balles, ça va être un vrai indicateur. Si Monaco n'arrive pas à prendre soin de la balle, c'est là que l'Olympiakos va réussir à avoir un peu de jeu rapide et à installer son jeu. Par contre, si Monaco prend soin de la balle, c'est plutôt qu'ils vont être dans une bonne position. Donc ça, c'est le premier truc. Monaco aussi est une équipe qui provoque beaucoup de balles, beaucoup de fautes, et beaucoup de pertes de balles. Alors on sait, déjà ils ont un fort secteur intérieur et puis après ils ont des extérieurs qui sont forts aussi dans l'attaque de cercle. Maintenant, c'est quand même deux équipes que je trouve extrêmement similaires. Même si les forces sont pas tout à fait au même endroit. Et quand je dis extrêmement similaires, c'est dans le sens où depuis l'arrivée de Spanoulis, même s'ils n'ont pas les mêmes joueurs, c'est une équipe qui tend à avoir un jeu collectif plus développé. Monaco, on a vu, c'est une équipe qui fait de plus en plus de passes décisives. Et l'Olympiakos, depuis l'arrivée d'Evan Fournier, est allé un peu plus justement sur un petit peu plus de jeu individuel avec l'arrivée aussi de Sabenli et de Nigel Williams-Goss. Donc en fait, je trouve que c'est des équipes qui sont assez similaires sur le plan offensif. C'est des équipes qui sont toutes les deux suréquipées en termes d'effectifs, triplées à tous les postes. Ça promet un gros match. Franchement, j'ai hâte de voir. Comment tu vois la chose? C'est quoi ta vision un peu de ce match? Donc toi, tu vois l'Olympiakos passer du coup. Je pense que Cristiano Ronaldo va mettre une enroulée. Non, blague à part. Je vois l'Olympiakos passer, comme je l'ai dit. Je pense qu'on va avoir un vrai duel. Ma problématique côté Monaco, c'est que je pense qu'ils n'ont pas de réponse sur le jeu sans ballon et en mouvement de l'Olympiakos. Ça veut dire que sur l'homme, Monaco est une équipe assez forte. Alpha Diallo, très fort. Blossom Game, très fort défensivement. Mathieu Strazel, très très fort. Mais de l'autre côté, Thomas Wakup en défense, pareil, est capable de faire. Et l'Olympiakos a un jeu sans ballon qui est assez déstabilisant. Et je pense que ça va être un vrai impact. Ça va avoir un vrai impact sur la victoire. Et notamment, comme tu l'as très justement dit, la capacité à prendre soin du ballon. C'est-à-dire que si tu commences à perdre des balles vivantes ou autres, tu vas te faire sanctionner. Par contre, là aussi, l'avantage, ou le désavantage, ça va être, est-ce que Evan Fournier va trouver de l'adresse? Parce que de l'agressivité, il en aura. Ça, je n'ai aucun doute. Mais est-ce qu'il va trouver de l'adresse? Parce que quand il trouve de l'adresse, c'est pas pareil. C'est pas pareil, tout de suite, le jeu, il s'ouvre beaucoup plus facilement parce que t'es obligé de sortir. Qui dit que t'es obligé de sortir, c'est-à-dire que tu laisses du 1 contre 1 sur du rebond. Mousfal, Milutinov et Sacha Vezenkov qui est toujours bien placé pour récupérer ses rebonds. Donc voilà, il y a des vraies clés, il y a des duels dans le duel. Et donc je suis vraiment intéressé. Côté Monaco, est-ce que Elio Kobo va enfin redevenir Elio Kobo? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il a eu un peu plus de mal. Il est un peu plus en difficulté. Mais on sait très bien qu'il est capable de décanter. On sait très bien qu'il est capable de, sur du 1 contre 1, de passer qui il souhaite. C'est ce qu'il va trouver de l'adresse sur son tir extérieur et sur ses flotteurs comme il aime. Trouver un peu du alley-oop pour Blossom Game sur du jeu ligne de fond. Donc voilà, s'il y a 2 joueurs que je vais suivre, parce que ça on peut se le dire. Moi, c'est qui tes joueurs à suivre? Moi, mes joueurs à suivre, côté Monaco, c'est Elio Kobo. Vraiment, je pense qu'il a beaucoup de choses dans les mains pour permettre à Monaco de passer s'ils le veulent. Et côté Olympiakos, le joueur à suivre pour moi, c'est Evan Fournier. C'est Evan Fournier parce que il est la clé, à mon sens, de la bonne réussite de cette équipe. Vezenkov fera du Vezenkov. Nigel Williams-Goss
fera ce qu'il sait faire parce qu'il l'a montré toute la saison qu'il était capable de le faire. Mais j'ai vraiment des attentes sur ces deux joueurs-là. Et toi? Alors moi j'ai mis 2 joueurs à suivre dans chaque Ok. équipe et j'ai mis les facteurs X. Donc les joueurs à suivre pour moi c'est les joueurs les gros joueurs quoi. C'est les joueurs que tu vas regarder, ils vont performer. Donc Ok. évidemment à l'Olympiakos, Ouais, ok. Sacha Vezenkov et Evan Fournier. Je me fais pas de soucis, enfin je pense pas qu'il y en ait un qui va passer au travers. De toute façon Vezenkov même quand il passe au travers dans l'adresse par autre chose, il va quand même t'apporter. Et Evan, je pense qu'il est chaud pour les grands moments. On l'a vu avec l'équipe de France à de nombreuses reprises. Il va pas se cacher, il va pas s'échapper. Et tu l'as dit, même s'il fait 2-11 à 3 points, il aura quand même de l'impact parce qu'il faut le défendre. Parce que Ça. derrière, tu vas aller chercher, même s'il rate, il y aura 2 mecs sur lui quand il va tirer. T'as Miluchinov qui va aller chercher du robot-off. T'as Alec Peters ou Vezenkov qui peut aller chercher du robot-off. C'est ça. Je sais qu'il va apporter. Côté Monaco, Mike James, Final Four, vas-y, montre-nous ce que tu vaux. Mais il m'a plutôt rassuré sur la série de playoffs. Donc voilà, Daniel Theis aussi. Je sais qu'il y a de l'opposition en face. Mais pour moi, c'est les 2 valeurs sûres côté Monaco. Les facteurs X. Côté Monaco, j'ai mis Jordan Lloyd. J'ai pas mis Mathieu Strazel. Parce que Mathieu Strazel, pour moi, c'est une valeur sûre maintenant. Il a été très peu mauvais. Il a vraiment été très peu mauvais. Et de toute façon, j'attends pas vraiment de Mathieu Strazel qui m'apporte 20 points au scoring. Mais justement, c'est Si pour ça que Mathieu- c'est un facteur X. Ouais, mais tu vois, Il t'en apporte 6 ou il t'en apporte 14, c'est pas pareil. C'est pas le même match. pour moi, c'est pas. J'ai choisi, je suis d'accord. C'est toujours mieux si Mathieu Strazel oui. t'apporte 14 points plutôt que D'accord. 6. Mais c'est pas le même match. Mais Mathieu Strazel peut avoir un impact aussi fort en mettant 6 points, mais en provoquant 4 pertes de balles, défendre fort sur les meneurs adverses et en trouvant ses intérieurs sur le roll ou des extérieurs à l'opposé, même s'il ne score pas beaucoup. Par contre, le vrai facteur X pour moi côté Monaco, c'est Jordan Lloyd. Jordan Lloyd, on l'a dit, il n'a pas été au niveau sur la saison, il a été mid. Sur la série de playoffs, il n'a pas été exceptionnel non plus. Mais on sait que c'est un mec qui aime bien les grands moments, on sait que c'est un mec qui est capable de prendre feu. Et si Jordan Lloyd est en forme, c'est pour ça que je te dis ça, parce que je sais que Mathieu Strazel, il va être bon. Je sais qu'il va pas faire couler son équipe. Par contre, Jordan Lloyd, je suis pas sûr. Je sais pas ce qu'il va m'apporter. Si Jordan Lloyd est bon, J'entends rien en fait de C'est Jordan Lloyd. c'est pour ça que je te dis c'est le facteur X. Si Jordan Lloyd est bon, t'attends rien, mais quand même c'est un mec qui était Ouais. titulaire l'année dernière, Ouais, mais qui a mis j'attends. des tirs très importants sur son passage à Monaco. Clairement, mais j'attends tellement Voilà. rien de lui. Et pour moi, le facteur X côté Olympiakos, c'est Nigel Williams-Goss. Parce qu'on l'a vu, ils ont un très fort duo. Mais quand t'as Nigel Williams-Goss, qui aussi est entre 15 et 20 points, notamment on l'a vu sur les matchs contre le Paris Basket, c'est Ouais. une autre équipe. C'est pas pareil. C'est une autre C'est équipe. clair. Donc, après, évidemment, chaque joueur Bien va avoir sûr. son rôle à jouer. Bien sûr. Papa Nicolas va avoir son rôle à jouer. Milutinov, s'il va prendre du Roboff. Mousfal, comment va être utilisé Mousfal? Est-ce que Moses Wright va jouer? Tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est mes 2 facteurs X. Parce que pour moi, c'est vraiment eux qui peuvent, s'ils performent, leur équipe va être très très dure à battre. Donc voilà. Donc toi, t'as dit Olympiakos. Moi, je dis Monaco. Rendez-vous le 23 mai. On va voir comment ça se passe. Deuxième demi-finale. Fener contre Pana. Alors là. Là, c'est un peu un duel, une opposition de style. Parce que le Fener est une très très grosse défense, 4e meilleure défense au defensive rating, 113-4. Là où le Pana est une grosse attaque, puisque c'est la première attaque au rating à 120.9, donc sur 100 possessions. Pana, 2e au pourcentage à tir à 2 points, donc qui arrive à aller chercher des points près du cercle et est très efficace. Et 3e au style, on l'a dit, J.D. Osman. S'il y a du jeu rapide à avoir, ça va être très très difficile à tenir. Et encore, on l'a dit, ils ont Kendrick Nunn en réserve, qui n'a pas été bon face à les fesses. Qui n'est pas passé à travers de sa série, si tu veux, mais voilà. Ça va vraiment être une guerre des tranchées, je pense, parce que à l'intérieur, ça va brasser quand même. Hein. Parce que le Fener, on sait que c'est une équipe qui prend beaucoup de rebonds offensifs. Et le Pana, c'est une équipe qui, à l'intérieur, a des mecs, enfin, surtout avec Wenyan Gabriel, qui vont protéger le rebond, qui vont gêner les pénétrations adverses. Donc ça va être intéressant. Maintenant, il y a quand même une question pour ce preview. Est-ce que Mathias Le Sort va jouer? Parce que il était prévu de retour au Final Four. Moi, je me pose la question quand je le vois sauter dans tous les sens à côté du banc. J'ai l'impression qu'il est vraiment pas loin d'un retour. Ergin Ataman a dit, sachant que le match était mardi, le Final Four c'est donc dans 2 semaines. Donc il y a presque 3 semaines de récup.
Il a dit qu'il s'attendait à ce qu'il joue pour le Final Four. C'est pas la même équipe. Hein. Est-ce que tu vois le Pana passer si le sort joue? Ah, s'il joue, oui. C'est pas la même équipe. Ah, c'est pas la même équipe du tout. Ça veut dire qu'en sortie de banc, t'as du Wayne Gabriel, t'as du Omer Yurtseven. Je pense que Gabriel jouera pas si le sort est là. Parce que c'est le même profil. Mais peu importe, t'as des solutions à apporter. Tu peux envoyer pour faire des fautes, ramener de l'intensité, etc. Le faire souffler parce que ça fait quand même longtemps qu'il a pas joué. C'est pas la même équipe. Et moi, de toute façon, il y a une opposition de style. Pour moi, c'est quelle va être la plus grande individualité sur le match qui fera la différence. Ça veut dire, est-ce que tu vas avoir Nigel Davis qui est capable de mettre 27, 28, 30 pour aider son équipe? Est-ce que Biberovic va mettre 24 parce qu'il va être intenable à 3 points? Est-ce que Kendrick Nunn va arriver et va dire, bon, là j'ai fait une série où j'aurais pu mieux faire, j'en mets 29, 30. Lucas, il a le droit de sortir les doigts de son fiac aussi. Hein. Non, Lucas, moi j'ai bien aimé ce qu'il a apporté. Ouais. J'ai bien... Lège, j'ai trouvé. Ouais. La preuve, on en a même pas parlé dans le match 5. Oui, mais non, défensivement, ce qu'il a apporté, etc. Non, défensivement, non, j'ai aimé. C'est vrai que j'ai été agréablement surpris par ce qu'il a apporté. Donc, mais encore une fois, t'es dur. ancien MVP, enfin MVP du Chef, il a 150 ans. Et alors, Marcelino Huertas aussi. Et il joue pas dans la même, il joue pas dans la même ligue, hein, crois-moi. Donc, non, pour moi, Soukas, j'ai aimé ce qu'il a apporté, tu vois. Et il s'est toujours. Et la preuve en est, c'est lui qui prend le Final Four MVP l'année dernière. Oui, du coup. Je parle de ce qu'il a apporté sur la série, j'ai pas dit. Non, mais c'est pour te dire que ce sera là dans les grands moments. Ah oui, c'est juste ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, il a le droit de se sortir les doigts. Parce que pour l'instant, les doigts sont bien au fond. Abuse pas. Il fait un examen de la prostate, le poteau. Non, mais abuse pas. Mais toi, c'est ça ton problème. En fait, toi, je sais pas ce que t'attends des joueurs. Le mec, oui, certes, offensivement, il a eu moins d'impact. Mais défensivement, ce qu'il s'envoie, il est dans les coupes, il est dans l'intensité, il est dans le jeu de relance, etc. Tu dis, il sort pas les doigts. Chef, regarde les matchs, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde les matchs, mec. Mais t'attends quoi du coup? C'est Kostas Lucas ou Kalazakis? On attend qu'il défende. Si c'est pour mettre un défenseur sur le terrain, je mets Kalazakis. Ben non, je mets Jaren Grant. Ben... J'attends pas de Kostas Lucas qui soit un fort défenseur. Mais il apporte de la créativité, il apporte d'autres choses en fait. Là, on dirait. J'ai trouvé moins que ce qu'il aurait pu apporter. Toi, t'es dur. De toute façon, bref, c'est pas ça le sujet. Si Mathias Le Sort il joue. T'as N3, mec. Si Mathias Le Sort il joue, je vois le Pana passer. Et pour moi, ça va dépendre vraiment de. T'as déjà changé d'avis du coup. Si Mathias Le Sort joue. Et donc si Mathias Le Sort ne joue pas, je mets le Fener. Parce que je me dis, quelle sera la plus grande individualité qui sera en capacité d'apporter bune à bune. Et c'est ce qui permettra de définir. Et je pense qu'à ce jeu-là, le Fener pourrait être un peu meilleur. Ok, c'est intéressant. Parce que moi, je vois pas du tout ça comme ça. Parce que pour moi, il n'y a aucun doute que la plus grande individualité sur le match, ça va être Kendrick Nunn. Alors, Kendrick Nunn est la plus grande individualité, c'est-à-dire qu'il est capable de mettre 40. Oui. Est-ce qu'il va les mettre directement? Est-ce qu'il va délivrer de cette façon-là? C'est ça la question. Nigel Davis, il est capable de planter. Hein. Will Baldwin, on n'en a pas parlé. Il est capable de planter aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est, en fait, pour moi, tu vois, et c'est intéressant parce que je vais donner mes joueurs clés, mes joueurs à suivre. Joueurs clés, j'ai mis Nigel Davis et Wade Baldwin. Pour le Fener. Factor X? Non. Joueur clé? Ouais, joueur clé. D'accord, ok. Et Factor X? Non, mais côté Pana, j'ai mis Kendrick Nunn et j'en ai pas trouvé de deuxième. En joueur clé? Ouais. J'ai pas trouvé de deuxième joueur. Donc c'est pour rejoindre ce que tu dis sur l'individualité. Kendrick Nunn est seul entre guillemets. Il a pas de sans Mathias Le Sort. Hein. Il n'a pas de mec de son niveau, de sa stature pour l'instant dans l'effectif. Oui, mais ça. Tu vois, sûr, oui. Jaren Grant, soldat. Chidi Osman, soldat. Hernan Gomez, soldat. Gabriel, soldat. En fait, il y a beaucoup de mecs très bons joueurs, plein de qualités. Mitoglou qui a une qualité, mais il y a aucun joueur qui est capable d'être à son niveau. Donc c'est pour ça que, et c'est le MVP en titre, il sort d'une mauvaise série, c'est pour ça que moi j'ai aucun doute que ça va être la plus grande individualité. Pour autant, je vois le Fener passer. Pourquoi? Oui, vas-y. Déjà, les coachs. Yazikevicius, Ergin Ataman. Adaptation. Yazikevicius, il va quand même poser un problème, c'est qu'il a des intérieurs, il a de la viande à envoyer. T'as Bango qui est pas mal, t'as Birch, t'as Meli, t'as Sertac Sanli aussi. Donc t'as plusieurs profils d'intérieur à envoyer. Mais on sait que c'est une équipe aussi qui joue des fois avec Dyson Pierre en poste 5, voire même Nigel Davis en poste 5, qui joue small ball, et qui a trouvé ce jeu sans ballon, ce jeu en mouvement, avec des coupes, avec beaucoup moins de dribbles posés par Wade Baldwin, etc. Donc, comment tu vas le défendre? Le Pana est capable défensivement sur l'homme d'être très très fort, mais c'est une équipe qui est aussi capable de s'oublier
sur des coupes dans le dos, etc. Surtout si tu as des joueurs comme Kendrick Nunn, etc., ou Kostas Lukas, qui, même s'il a fait une bonne défense sur l'homme, c'est pas le mec il va tenter des coups, il va chercher des interceptions, donc tu peux le punir aussi. Tu me demandais mes facteurs X. Bon, le facteur X du Fener, je pense que j'aurais peut-être même pu le mettre en tant que joueur clé, vu la série qu'il a fait face au Paris Basket. C'est Tarik Biberovic. Si Tarik Biberovic joue au niveau auquel il a joué sur la deuxième partie de saison et sur la série face au Paris Basket, je vois pas le Fener. Il faut vraiment que tout le monde à côté passe au travers. Parce que lui, justement, c'est un mec qui va se nourrir du bon jeu offensif de son équipe et du jeu de relance, etc. Donc si Tarik Biberovic a des tirs, a des situations, ça veut dire que le Fener joue bien. Et donc ça va être compliqué à prendre. Ok. Et côté Pana, j'ai mis Cedi Osman. Parce que voilà, c'est un joueur qui a été assez irrégulier, même s'il est monté doucement en puissance. Mais pareil, va falloir replier. Parce que lui, il va aller tout droit. Il va chercher à finir. Et autant il y avait des fois sur la saison où il cherchait plus les fautes, il ratait les ups, autant là, sur la série face à l'Efes, il a été monstrueux. Donc moi, je vois le Fener passer, même si Mathias Le Sort revient. Ok. Je pense qu'il a raté quand même beaucoup de matchs. Je pense que Mathias Le Sort, je sais pas à quel niveau il sera, mais un Mathias Le Sort à, je vais dire n'importe quoi, 70-80%, c'est Wenyen Gabriel. Donc en fait... Non, mais dans le profil, tu vois. Dans le profil. Et donc du coup, ça va pas être un game changer. Ça va pas être un game changer. À 100%, c'est autre chose, mais à voir. Je vois le Fener quand même plus fort. Le Fener m'a rassuré. Le Fener a fait 3 matchs très sérieux face au Paris Basket. Paris Basket, c'est pas beaucoup moins fort que l'Efes. Hein. Même s'il y a des joueurs d'une autre qualité. Je sais même pas si l'Efes, ils ont pris un match contre Paris cette saison. Ils sont passés 6ème, Paris est passé 7ème, c'était pas très loin, c'est pas beaucoup plus fort. Le Pana a galéré contre les Fesses. Le Fener, ils ont pas parlé chinois. 3-0, Salam, rentrez chez vous. Et avec 2 tollés, enfin, une grosse tollée, et même. Ah non, ça allait en prolonge, j'ai dit la merde. Donc, une tollée et 2 matchs serrés. Mais quand même, ils ont gagné 3-0. Donc, moi, je vois le Fener passer en finale, je l'ai dit, contre Monaco. Et ensuite, Monaco gifler le Fener pour se venger de la saison dernière. Ok. Autre chose à rajouter sur ces previews ? Moi, j'ai 2 facteurs X. Un côté Fener, Will Badwin, c'est mon facteur X. C'est mon facteur X. L'année dernière, t'étais pas là. Tu t'es pété, etc. et tout. Tu parlais avec Kendrick Nunn, etc. C'est l'heure. Tu vois, voilà. Là, c'est vrai. Là, c'est l'heure. C'est vrai que le duel, là... C'est l'heure. Là, le duel... Là, t'es là, tu parlais, oui, t'as rien prouvé dans cette ligue. Mais je me souviens surtout que quand il était pas blessé, là, oui. au Maccabi, Poto Kendrick Nunn, il est en souffrance. Hein. Donc, c'est l'heure. Parce que Wade Baldwin, quand il veut défendre... C'est l'heure. Donc là, faut montrer mon garçon. Il a pris un titre. Regardez, abonnez-vous à ce coup, les gars, parce que là, le Final Four, ça va être un poulet. Hein. Il a pris un titre. Il a pris un titre de MVP. Si tu veux parler dans ses oreilles, maintenant c'est l'heure. C'est mon Factor X. On va voir ce qu'il va proposer. Parce que on l'a dit très souvent et tu l'as très justement dit. Bladon a eu beaucoup de mal à s'adapter au jeu du Fener. Quand il n'était pas là, ça jouait beaucoup mieux. Là, ça va beaucoup mieux sur les dernières semaines. Ici, il est plus rentré dans ce collectif-là. Donc, c'est mon Factor X. Côté Fener, j'attends de voir ça. Côté Pana, mon Factor X, Juancho Hernan Gomez. C'est Juancho Hernan Gomez, j'attends pas ce qu'il va en mettre 25. Hein. Mais s'il fait 14 et 10... Exactement, c'est exactement ça que je veux voir de lui. Il doit être entre 10 et 15 et il doit prendre des rebonds. Et je veux le voir sur la transition, je veux le voir sur des tirs ouverts. Et parce que s'il fait 14 et 10, t'as un problème. T'as un problème parce que ça t'ouvre des espaces, ça ouvre des espaces pour Kendrick Nunn, ça ouvre des espaces à l'intérieur et derrière sur le collectif. Donc voilà mes 2 facteurs X côté Fener et côté Pana. Rien de plus à ajouter, j'ai hâte de voir ça le 23 mai bien entendu, et pour la finale, on aura le temps d'en reparler, ou peut-être pas, mais on verra bien. Très bien, on a fini ? Oui. T'as pas de 5 de la semaine, t'as pas de top et flop ? J'ai pas de 5 de la semaine, j'ai pas de top et flop. Très bien, mais déjà je pense qu'on a bien parlé, parce qu'il est quand même déjà 19h30. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, toujours dans le fake de Brad, même si t'aimes bien dans la bouche aussi, skip, de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous voyez gagner le titre, qu'est-ce que vous voyez en finale, de vous donner, 1, 2, 3, de nous donner vos pronostics, et on se voit du coup, pas avant le 23 mai, on se verra après pour faire un débrief, et éventuellement parler des choses qui ont bougé pour la saison prochaine. À la semaine, dans 3 semaines. Bye bye.